L'interview romaine avec Cyprien Viette. Frère Renaud Escande, bonjour. Vous êtes l'administrateur des pieux établissements de France à Rome et à Lorette. Alors, c'est une institution que beaucoup d'auditeurs de KTO connaissent sans forcément exactement comprendre de quoi il s'agit, quels sont les contours de ces institutions très particulières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que sont les pieux établissements et combien d'églises cela représente? Alors, c'est une institution difficile à comprendre et moi-même, lorsque je suis arrivé à Rome, je ne savais absolument pas dans quoi je mettais les pieds. Mais c'est une institution qui naît au XVe siècle, lorsque le pape revient d'Avignon et que les cours françaises et les cours européennes viennent à Rome pour travailler à la cour du pape et pour accueillir les pèlerins. En fait, cette institution, elle naît des groupes du territoire français, des Lorrains, des Bourguignons, des Bretons, qui occupent à Rome une place à la curie et en même temps qui acceptent de se mettre au service des pèlerins de ces régions qui venaient à Rome pour le pèlerinage auprès des tombeaux de Pierre et de Paul. Donc, au cours du temps, il y a eu des chapelles, la chapelle des Bretons, Saint-Yves des Bretons, des Bourguignons, et puis la Trinité des Monts et l'église des Français propres, Saint-Louis des Français, qui avait un petit palais pour accueillir les prêtres et les clercs qui travaillaient à la curie, mais aussi pour accueillir les pèlerins qui venaient de France pour leur pèlerinage. Et toutes ces institutions se sont regroupées au fil du temps pour devenir, en 1793, les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. Alors, ça recouvre quoi? Ça recouvre toutes les églises françaises à Rome. Nous sommes le pays qui avons à Rome le plus d'églises, des palais, le palais historique de la Trinité des Monts, bien entendu, le palais historique de Saint-Louis, mais au fil du temps, il y a eu des grandes donations de grandes familles françaises et qui ont donné des palais qui sont devenus des palais locatifs et qui permettent aux pieux établissements d'avoir un certain revenu qui leur offre la possibilité de répondre aux trois missions propres des pieux établissements qui sont 1. L'accueil des pèlerins. La deuxième mission, c'est la solidarité envers le peuple romain. Alors, sous toutes les formes, nous travaillons avec beaucoup de grandes associations, Caritas, Sant'Egidio ou des associations plus petites pour aider. Et la troisième mission, qui elle m'occupe beaucoup parce qu'elle prend beaucoup de temps, c'est pas la plus importante, mais elle prend beaucoup de temps, c'est la valorisation. Valoriser, rayonner à travers les œuvres magnifiques que nous avons dans nos églises et dans nos palais, par des concerts, par des colloques, par des expositions, par des restaurations, bien entendu, la restauration d'objets, la restauration des lieux, la restauration des églises, par la publication de livres, voilà, faire connaître mieux le patrimoine français qui est extraordinaire. Dans chaque église, nous essayons de faire intervenir un artiste contemporain parce que nous avons compris que la tradition, faire tradition, c'est justement accueillir le passé pour comprendre le présent et pour s'ouvrir à l'avenir. L'église Saint-Louis des Français est très connue aussi pour la fameuse toile du Caravage, la vocation de Saint Matthieu, dont le pape François parlait très souvent. Cette valorisation aussi du patrimoine plus classique, plus ancien, fait aussi partie, j'imagine, de vos chantiers, de vos investissements permanents. Absolument. Alors là, vous touchez le trésor, parce que nous avons à Saint-Louis ce joyau, cette chapelle où se trouvent les trois plus grands Caravages. Alors, Saint-Louis des Français, c'est un peu le bateau amiral des pieux établissements, puisque c'est une église qui est magnifiquement située, vous imaginez, entre la place Navone et le Panthéon, avec les trois Caravages. On vient de refaire toute l'illumination de l'église, et on a demandé pour cela à un artiste, un grand artiste de la lumière, qui a éclairé la chapelle Sixtine, Marco Frascarollo, de penser toute l'illumination de l'église et donc de la chapelle Contarelli, toujours. Et nous travaillons bien avec l'Italie cette fois-ci. C'est une très très belle collaboration avec la restauration italienne. Nous travaillons là aussi à mettre en valeur tous les chefs-d'œuvre de toutes les églises. Alors bien entendu les Caravages, mais à Saint-Louis, il y a énormément de trésors qui sont dans les chapelles à côté et j'invite les auditeurs à venir, certes, admirer les Caravages, mais aussi à ne pas oublier les chapelles attenantes qui sont absolument sublime. La Trinité des Monts est une autre église iconique de Rome. Certains disent que c'est un peu le Montmartre de Rome. Quels sont les projets de valorisation aussi de ce patrimoine riche? C'est le couvent, le lieu le plus beau de Rome. Du reste, on le dit depuis le XVIe siècle, que c'est le Pincio, cette espèce de grand jardin. Le jardin de la Trinité des Monts, son couvent, son église, sont un lieu excessivement réputé. Alors, qui connaît depuis quelques années des problèmes structurels, puisque cette
colline, pas montagne, mais cette colline romaine est trouée de galeries creusées par les Romains pour le tuf qu'elle contient, et ces grottes sont en instabilité et menacent de s'effondrer. Donc il va y avoir automatiquement dans les prochains mois une mise en chantier très très importante de la Trinité des Monts, ce qui va nous permettre aussi de faire des travaux dans l'église, puisqu'il y a un problème d'humidité, ça c'est commun à Rome, mais plus particulièrement à la Trinité des Monts, et de mise en sécurité. Vous savez que toutes les églises françaises, après l'incendie de Notre-Dame, qui sont sur le sol français ou non, sont obligés de se mettre, et c'est une bonne chose, aux normes de sécurité incendie et électrique. Nous l'avons fait pour Saint-Louis des Français en 2024, pour être parfaitement utilisé pendant le jubilé de 2025, de ne pas avoir de travaux à l'intérieur, mais nous serons obligés de le faire pour l'église de la Trinité des Monts, qui est excessivement visitée, et pour le couvent attenant, qui lui aussi doit être mis aux normes. Donc il y a énormément de travaux à faire et de trésors à redécouvrir et découvrir, puisqu'on sait que sous les peintures peintes par les sœurs au 19e siècle, la chaux blanche, il y a encore des fresques à redécouvrir du 17e siècle. Donc il y a tout un trésor à faire. Alors on sait qu'il y a quelques mois, la Cour des comptes avait épinglé les pieux établissements. Quels sont aujourd'hui les relations avec l'État français? Est-ce que vous êtes par exemple directement relié au ministère des Affaires étrangères ou est-ce que c'est plutôt le ministère de la Culture? C'est un problème juridique. Tous les juristes se passionnent pour les pieux établissements parce que si je devais définir les pieux établissements, ce sont une institution, je devrais dire fondation, mais fondation médiévale, non pas la fondation au sens juridique contemporain, mais une institution de droit privé italien sous l'autorité de l'ambassade de France près le Saint-Siège. Et c'est le sous l'autorité d'eux qui fait se pâmer les juristes et se disputer les juristes entre eux. Alors, c'est vrai que je suis le représentant pour l'État italien des pieux établissements, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose dans les pieux établissements, c'est moi qui serai le responsable aux yeux de l'État, mais je suis nommé par l'ambassadrice, nommée par elle. Elle préside la congrégation, notre conseil d'administration des pieux établissements, où je lui soumets le budget. Donc, il y a véritablement une collaboration très, très, très proche avec l'ambassade de France près le Saint-Siège, et avec l'État français. J'ai une convention entre le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères pour les lieux d'art de Rome ici. Les 5 églises sont soumis à l'État français, à savoir le ministère de la Culture et son architecte en chef des monuments historiques, et l'État italien, avec la surintendance qui, elle aussi, a son mot à dire. Et je dois dire que la Cour des comptes, le résultat de la Cour des comptes, son rapport a été difficile, hein, mais il m'a, en tant qu'administrateur, particulièrement aidé. Les recommandations de la Cour des comptes ont fait que j'ai pu mettre en œuvre de grandes réformes, essentiellement de professionnalisation, c'est ce qui manquait un petit peu aux plus établissements, pour pouvoir faire de cette institution une institution qui marche normalement comme toute institution relevant de l'État français. Et donc, nous avons grossi l'équipe. On était 4, nous sommes 15 maintenant, employés avec des architectes, des historiens de l'art, des gens qui s'occupent de la gestion administrative, de la gestion des appartements, de la gestion financière. Donc, on a maintenant une équipe en ordre de marche qui travaille au mieux pour cette institution qui est sublime, superbe et qui a des projets géniaux. Alors, vous êtes vous-même prêtre dominicain. Qu'est-ce qui vous a conduit à assumer ce rôle, disons, politique ou administratif? Alors, je ne m'y attendais pas du tout, puisque je revenais de 20 ans d'édition, puisque j'étais, quand je suis parti en 2022, le directeur éditorial des éditions du Cerf, dans lequel j'ai travaillé pendant 20 ans, avec une spécialité pour la philosophie. Et au bout de 20 ans, j'ai demandé à mon provincial, à mon supérieur, une année sabbatique. Et comme j'avais fait l'école du Louvre et que j'étais passionné d'art, j'ai dit, mais j'aimerais aller à Rome. Et il a accepté gentiment. J'ai pu travailler comme éditeur conseil pour l'école française de Rome et puis pour le Centre culturel Saint-Louis pour organiser des colloques de philosophie et d'art. Et c'est là où et le conseiller culturel d'alors et l'ambassadrice, en pleine prise du rapport de la Cour des comptes, l'ancien administrateur étant parti, m'a demandé, l'ambassadrice, de prendre le poste. Je ne savais absolument pas, encore une fois, ce que c'était et ce que cela comportait. Et avec l'accord de mon provincial, j'ai pu accepter ce poste qui est passionnant, objectivement qui est passionnant. Alors, dans votre parcours de religieux, vous avez aussi été aumônier de prison. Oui. C'est
aussi un axe de solidarité que vous engagez aussi avec les pieux établissements actuellement. Exactement, j'ai été au milieu des prisons alors très très jeune lorsque j'étais novice. J'étais au milieu de prison à la prison de l'Elzo à Strasbourg et puis lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai été un aide-aumônier à Fleury-Mérogis pour la prison des femmes. C'était une expérience fondatrice, passionnante pour moi. Et nous avons souhaité, avec mon équipe, commencer cette année avec le jubilé, des actions auprès des prisons romaines. Nous avons donc comme cela organisé des événements dans les prisons de femmes, d'hommes et de mineurs. Et c'est une activité que je voudrais continuer dans les années qui viennent. Alors, on a pris le prisme cette année du foot, du sport en prison, parce qu'on a compris que c'était un élément fédérateur, et nous sommes en Italie, et le foot, c'est quasi une religion. Donc nous avons organisé des matchs de foot entre les enfants et les détenus, les mamans détenues. On a pu faire rentrer les enfants des détenus, mamans, pour qu'elles jouent ensemble. C'était superbe, voilà. Le jour de la fête des mères italiennes, nous avons fait la même chose auprès de la prison des papas, des hommes. Il est venu nous porter notre projet Vincent Candela, l'ancien champion du monde de 98, qui maintenant vit en Italie. Et nous avons fait aussi un match de foot dans la prison des mineurs avec toujours Vincent Candela. L'an prochain, peut-être que nous ferons d'autres activités, puisque c'est une activité qui me tient vraiment à cœur. Et Musique Espérance, je suis moi-même passionné de musique, et les plus établissements ont un orchestre et un chœur de professionnels, la Cappella Ludovicia, qui se produit beaucoup en Italie. Et nous avons écouté les paroles avec l'ambassadrice du pape François qui disait que la musique ou la culture devait aller pendant cette année jubilaire dans des lieux où elle n'allait pas. Eh bien, nous l'avons pris au mot et nous avons décidé d'organiser des concerts de très haut niveau dans des lieux d'exception, nos églises, les palais, etc. Et ces mêmes concerts, mais exactement les mêmes, dans des lieux où la musique ne va pas. Prisons, hôpitaux, centres de migrants, centres d'accueil de grande pauvreté, etc. Et ça, nous voulons le continuer en prison et ailleurs dans les années qui suivent. C'est aussi une façon de prolonger ce que vous avez dit, les intuitions du pape François. Quel est l'autre lien avec le Saint-Siège, avec le pape Alors, le Vatican, par le vicariat et par la secrétaire d'État, ont un droit de regard sur les activités des plus établissements. D'abord parce que ce sont des églises et que le vicariat de Rome a son mot à dire sur les activités qui s'y passent, mais aussi comme c'est des accords pour la Trinité des Monts, par exemple, entre État à État, nous avons à avoir des relations particulières avec la secrétaire d'État, Monseigneur Paroline ou Monseigneur Gallagher, qui s'occupent des relations entre États. Et donc, nous avons aussi de belles relations avec le Saint-Siège. Et vous sentez que cette dimension de la culture française à Rome, au niveau du Vatican, elle est perçue comme un trésor précieux aussi pour toute l'Église? Alors, c'est pas que je le sens, c'est qu'on le lit, puisque nous avons reçu, il n'y a pas plus tard qu'un mois, une lettre de remerciement au nom du pape de Monseigneur Fisichella pour tout ce que nous avons fait, tout ce que la France, l'équipe France, comme dit Madame l'ambassadrice, a fait pour le jubilé et qu'elle continuera à faire pour les mois qui viennent jusqu'à la fin du jubilé. L'interview romaine avec Cyprien Viette.